Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui nous allons parler statistiques et plus précisément statistiques à une variable. C'est effectivement par là qu'on commence habituellement puisque c'est le cas le plus simple en termes de statistiques, on va ne s'intéresser en fait qu'à une seule propriété de quelque chose. Ok, alors dans ce premier chapitre nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'une statistique, qu'est-ce qu'une série statistique, qu'est-ce qu'on essaye de trouver comme information quand on s'attaque en fait aux statistiques. Et on va essayer de commencer à avoir quelques petits indicateurs de positionnement, comme par exemple l'étendue ou la moyenne. Voilà. Donc on va essayer un petit peu de qualifier, puisque c'est une série statistique, de la définir, d'essayer de comprendre à quoi ça sert, puis d'essayer d'en trouver quelques petites propriétés. Ok. Alors pour commencer, les statistiques, qu'est-ce que c'est? Alors les statistiques, c'est une discipline qui étudie les phénomènes à travers la collecte de données, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation. Donc vous voyez qu'il y a déjà, en fait, dès le début, une notion d'étape à respecter. Nous allons collecter des données. Alors collecter des données, comment est-ce que je collecte des données? Eh bien, je peux les collecter, par exemple, par observation, simplement. Imaginons, par exemple, que je veux avoir des informations sur la température qu'il fait là où j'habite. Eh bien, tout simplement, je fixerai un thermomètre à ma fenêtre, et tous les matins, au réveil, je regarderai quelle est la température, en fait, qu'il fait aujourd'hui. Je noterai consciencieusement cette valeur, soit sur un papier, soit dans un document Excel. Et au bout d'un an, je me retrouverai donc avec 365 valeurs de température. Et à partir de ces 365 valeurs, je pourrai aisément savoir quelle a été la température la plus chaude de l'année, quelle a été la plus froide, quel a été le mois le plus chaud, et ainsi de suite. Par ces relevés, en fait, je vais arriver à récupérer énormément d'informations sur les températures de ma région. Ok. Donc, première partie, je récupère des données, soit par observation, soit je peux récupérer aussi des jeux de données. Ok. Ensuite, je vais essayer de les analyser. C'est-à-dire que une série statistique, au départ, c'est pas très compliqué, c'est juste des valeurs qui se suivent, en fait. Alors, c'est pas n'importe quelle valeur, hein, ces valeurs, dans mon cas de température, ces valeurs correspondent toutes à des températures. Donc une série statistique, en fait, ce sont des valeurs qui correspondent toujours à la même notion, à la même chose qui a été mesurée, et surtout aussi dans la même unité, hein. Sinon on ne va pas arriver à faire grand-chose avec notre série. Donc on va essayer d'analyser ces données, et on va essayer de comprendre quelque chose au niveau des données et de leurs valeurs. Ensuite, on va essayer de les analyser, on va essayer de les interpréter. Est-ce que ça peut m'amener quelque chose? Est-ce que je peux trouver des informations? Dans le cas des températures, ça va être effectivement la valeur max ou la valeur min, par exemple, que je l'aurai sur l'année. Ok. Et ensuite, ce que je peux essayer de faire aussi, c'est varier leur présentation, c'est-à-dire que lire un tableur Excel en fait avec 365 valeurs dedans, c'est peut-être pas très compréhensible, mais si je la mets sous forme de graphe, par exemple, si je prends une option graphique, eh bien j'aurai visuellement quelque chose d'un petit peu plus intéressant à regarder, quelque chose qui me ferait un petit peu plus comprendre où sont les pics, où sont les creux, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est plutôt un ensemble de méthodes, hein, les statistiques, que l'on va essayer d'aborder et de voir, toujours parallèlement avec Excel, hein, quels sont les outils qui me permettent de les représenter facilement. Ok. Alors concrètement, c'est une branche des mathématiques appliquées, hein. Donc ça fait partie effectivement des mathématiques, et les mathématiques vont nous donner justement cette boîte à outils, un petit peu cet ensemble de règles et de techniques qui vont nous permettre en fait de trouver des informations par rapport à ces données statistiques. Ok. La statistique, on en entend aussi beaucoup parler quand on parle de data science par exemple, alors ça c'est un sujet dont on parle énormément. La data science, c'est pas bien compliqué, hein, c'est vraiment la combinaison en fait des outils statistiques et de l'outil informatique. En fait, on essaie de collecter un grand nombre de données et on essaie d'en trouver quelque chose d'utile en fait pour le but que l'on vise, hein. Ça peut être un but marketing, ça peut être un but scientifique, voilà. En tout cas, avec cette grosse quantité de données, on essaie de l'analyser, de l'interpréter et d'en faire quelque chose d'intéressant. Ok. On va voir que les statistiques sont aussi énormément liées à un autre chapitre, qui est le chapitre des probabilités. Et donc en fait, on fera beaucoup de ponts en fait entre les deux chapitres. Et on va s'apercevoir que les statistiques, eh bien, c'est pas un domaine qui se limite aux mathématiques, hein. C'est quelque chose que l'on retrouve dans énormément de domaines très différents, hein. L'économie, la biologie, le management, l'informatique ou même la santé. On va essayer de détailler un petit peu chacun de ces cas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un statisticien? Ou quel est son travail? Eh bien, le travail du statisticien consiste en fait à fournir des outils d'aide à la décision
en se basant sur l'ensemble des données connectées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, ou dans une grande organisation, en fait, il y a énormément de données qui circulent. Vous avez des données sur vos clients, vous avez des données sur vos produits, vous avez plein de choses comme ça, vous avez des données sur les frais de l'entreprise, par exemple, mais ces données, de manière brute, et peut-être sans lien, en fait, les unes avec les autres, sont des fois difficilement exploitables. Et bien tout le travail du statisticien en fait consiste à analyser ces données, essayer de voir si on arrive à trouver quelque chose d'intéressant et à les mettre sous forme présentable pour que, j'allais dire un petit peu mâcher le travail, hein, mais c'est un petit peu ça, c'est mettre ces données sous une certaine forme pour qu'elles puissent être compréhensibles par tout le monde. Alors comment il va arriver à ça? Eh bien heureusement on va pas lui laisser, on va lui laisser des outils à sa disposition. Des outils qui sont donnés par justement le chapitre des statistiques hein, et les mathématiques en général, et pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que je pourrais rendre les données les plus importantes, je pourrais les rendre compréhensibles. Alors dans le cas par exemple du BTS compta-gestion, si jamais on s'intéresse à la comptabilité, on pourrait s'intéresser en fait à essayer de comprendre si une entreprise est en bonne santé ou non. Et si l'entreprise est en bonne santé, comment est-ce qu'elle va réagir dans les mois ou les années à venir? On pourrait essayer de voir si l'entreprise est sur une tendance plutôt haussière, si sa situation s'améliore, ou au contraire, est-ce que sa situation se dégrade. Pour savoir si la situation s'améliore ou se dégrade, eh bien, je vais devoir me baser sur les données de l'entreprise et mener une analyse pour voir en fait dans quel sens eh bien, la santé de mon entreprise se dirige. Ok, alors naturellement, plus on avance, plus le nombre de données collectées est important. Alors pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de données? Eh bien parce que l'outil informatique est vraiment très intéressant pour ça. Il est à la fois espace de stockage, c'est-à-dire que je peux stocker une grande quantité de données sur un ordinateur ou même sur des data centers, et sa puissance de calcul fait que j'arrive aussi à exploiter beaucoup plus rapidement ce gros flot de données. On a tous les outils de gestion de données qui sont là, on a des bases de données, on a des outils de manipulation, on a même des langages qui ont été écrits, je pense notamment au langage R, qui a été écrit spécifiquement justement pour la manipulation de données. Donc, effectivement, parallèlement à ce grand nombre de données, eh bien, on a aussi des outils qui se sont adaptés. Ok. Alors, on va voir qu'on peut déjà faire énormément de choses avec un tableur comme Excel. Il y a déjà énormément d'outils intégrés et on va déjà pouvoir faire pas mal de choses. Donc, les statistiques, c'est pas vraiment, c'est de nouveau un petit peu quelque chose qui se retrouve à la croisée des chemins. Ça va de nouveau être des outils mathématiques, ça va de nouveau être beaucoup d'informatique, beaucoup de traitements informatisés, d'utilisation de la machine, un petit peu d'intuition aussi, et puis un petit peu d'organisation. Alors où est-ce qu'on retrouve les statistiques? Eh bien en fait, on va retrouver les statistiques à chaque fois que l'on a énormément de données. J'ai cité quelques petits domaines qu'on peut regarder ensemble, mais là où vous allez par exemple trouver énormément de données statistiques, ce sont par exemple sur les prévisions météo. Les prévisions météo, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Eh bien tout simplement, nous allons prélever toutes les données actuelles de la météo. Est-ce qu'il y a un anticyclone? Est-ce qu'il y a des vents? Quelle est la température? Quelle est la pression? Et on va essayer de déterminer que si on est dans cette situation-là aujourd'hui, dans quelle situation on sera demain. Si par exemple c'est nuageux mais qu'on a un vent qui pousse ces nuages, eh bien probablement que dans quelques heures, ces nuages se seront décalés. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire au niveau de la météo. Là où on va retrouver énormément de données aussi, c'est à chaque fois qu'il y a un recensement de la population, par exemple, d'un pays. Un recensement, c'est tout simplement récupérer énormément d'informations sur tous les individus qui occupent un pays, et de voir un petit peu quels pourraient être les besoins en termes de santé, d'éducation, de déplacement de cette population-là. Donc là, par exemple, pareil, si jamais on veut traiter quelques statistiques et que l'on ne veut pas, que l'on veut travailler sur des données, j'allais dire réelles, eh bien en fait on peut par exemple aller sur le site de l'INSEE sur lequel on va retrouver énormément d'informations statistiques concernant la population française. Quand on veut faire du marketing et qu'on a besoin d'avoir un sondage d'opinion, quand on veut savoir en fait ce qu'une population pense d'un nouveau produit que l'on aimerait mettre sur le marché, eh bien pareil, on va toujours mettre en place une série statistique. On va regrouper ces avis, on va glaner des données, et une fois qu'on a récupéré ces données, eh bien il va falloir les mettre en forme et en tirer quelque chose d'important. Ici encore une fois, eh bien,
On a en fait un but en tête, savoir en fait si un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché va avoir une demande ou non. Et donc on va essayer d'avoir en sorte d'essayer de trouver une correspondance entre les données glanées et la réponse en fait à notre question. Voilà. On peut citer d'autres domaines dans la production industrielle, par exemple pour l'estimation des rebuts, et les rebuts c'est tout simplement les pièces qui sont défectueuses, et ça peut nous permettre de savoir en fait quels sont les coûts engendrés par d'éventuelles pièces défectueuses dans la production de notre entreprise. La santé, pareil, on s'applique sur énormément de données statistiques. Par exemple, tous les ans, vous avez une épidémie de grippe, depuis des années, et depuis des années, on sait prévoir en fait l'évolution de cette épidémie des grippes. On sait quand les premiers cas paraissent, en fait, on sait déterminer combien de jours ou combien de semaines plus tard, en fait, il y aura le pic de l'épidémie. Et en fait, on sait le prévoir maintenant parce que y a une épidémie par an de grippe et puis qu'on commence à avoir de l'expérience là-dessus, que grossièrement, ça se propage toujours à peu près de la même manière, et donc on sait que ça va ressembler énormément à ce qui s'est déjà passé dans les années à venir, dans les années passées, pardon. Le domaine boursier, c'est aussi un domaine sur lequel on a énormément de données historiques. On peut remonter très loin sur les marchés financiers. Et là aussi, ce que l'on essaie de trouver, c'est effectivement arriver à trouver quels sont les indicateurs, quelles sont les informations qui vont nous permettre justement de comprendre le marché boursier et de savoir s'il va s'orienter plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse dans un avenir plus ou moins proche. Voilà. Donc on a toujours le même but, on part de données et on va essayer de comprendre un petit peu comment arriver à se projeter vers l'avenir, arriver à prendre de bonnes décisions par rapport en fait à un ensemble de données que l'on a sous la main. Alors on va essayer de comprendre un petit peu cette série statistique. On va commencer à travailler sur notre première série statistique et on va essayer de voir quelles sont les informations que nous pouvons en dégager. Alors on peut prendre plusieurs exemples, assez simples, assez concrets. Je vous ai parlé tout à l'heure des températures sur l'année, dans mon exemple introductif. On peut, si vous êtes plutôt orienté sur les marchés actions, on peut par exemple suivre le cours d'une action. Le cours d'une action, c'est à peu près le même principe que les températures. Tous les jours, elle a une autre valeur, puisque le marché lui attribue une nouvelle valeur, et donc en fait on pourrait suivre la valeur d'une action sur un an, et là aussi retrouver des indicateurs statistiques, quand est-ce qu'elle a été au plus haut, quand est-ce qu'elle a été au plus bas, est-ce que j'arrive à partir de mes analyses à mettre à jour un cycle dans cette action, ce genre de choses, ou plus concrètement, si jamais vous êtes étudiant, vous allez peut-être essayer de voir aussi si statistiquement, d'après les notes que vous avez, vous êtes en bonne voie pour obtenir votre diplôme. Voilà, vous connaissez vos coefficients, vous connaissez à peu près les notes que vous avez sur l'année, est-ce que statistiquement, vous vous orientez plutôt vers une réussite de votre diplôme, ou au contraire, est-ce que ça va être compliqué? Ok. Donc, ce que nous appelons une série statistique, c'est finalement simplement une liste de chiffres, mais ces chiffres en fait désignent toujours la même notion, c'est-à-dire que dans une même série statistique, j'ai que des relevés de température, ou j'ai que des relevés de notes, ou j'ai que des relevés par exemple d'un cours d'une action. Et donc ça veut dire que dans une même série statistique, je suis obligé d'avoir la même notion, et cette notion, il faut qu'elle soit aussi avec la même unité, parce qu'effectivement, sinon tous mes calculs risquent d'être faux. Par exemple, si je commence à faire une série statistique sur des distances, par exemple, si je prends par exemple, je prends la distance qui me sépare de tous mes amis, voilà. En fait, si je fais une série statistique où certaines des distances sont en mètres et les autres sont en kilomètres, par exemple, je vais avoir un problème quand je vais calculer mes indicateurs. Donc, une série statistique, c'est une suite de chiffres, de nombres, mais effectivement, elles doivent représenter la même notion et être en fait dans la même unité. Ok, donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Et maintenant, tout le travail, ça va être de dire, j'ai récupéré en fait une liste de nombres bruts, sans plus d'informations que ça, je sais à quoi elles correspondent, mais je sais pas trop ce que je peux en faire, et je vais essayer d'en tirer un maximum d'informations. Je vais essayer par exemple de pouvoir qualifier cette suite de nombres. Je vais essayer d'en trouver les indicateurs. Et pourquoi pas aussi, par exemple, je vais peut-être essayer de vouloir la comparer à une autre série statistique.
Si par exemple j'ai mes notes sur l'année, je peux me comparer peut-être à un autre étudiant qui aurait aussi eu des notes sur l'année. Voilà. Et donc ce qu'on aimerait, avec les premiers outils statistiques que l'on va voir, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que contient cette série statistique et comment en fait, comment je peux la qualifier. Alors, on va directement parler, on va commencer par parler de la représentation graphique d'une série statistique. Alors pourquoi Eh bien, en statistique, on se retrouve parfois en fait devant un gros flux de données, tout un classeur Excel qui est rempli d'informations, et on a un petit peu du mal à savoir en fait comment démarrer. Peut-être qu'on a du mal aussi à savoir quelle première hypothèse j'aimerais pouvoir valider. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la série statistique me donne telle information, mais le fait qu'il y ait tellement de valeurs en fait dans ce tableau Excel, c'est peut-être pas en fait le cas. Donc l'outil graphique, l'utilisation graphique va me permettre en fait de me donner un bon premier aperçu en fait de ce que je veux mettre en place. Et là aussi on va réutiliser un tableur puisque c'est vraiment un outil qui va me permettre de faire ça très très vite. Et on va regarder un petit peu comment ça marche. L'outil graphique, alors des graphiques il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Les graphiques sont plus ou moins adaptés au cas que vous voulez visualiser. Et on va essayer d'en voir un petit peu quelques-uns pour comprendre un petit peu comment tout ça, ça marche avec Excel. Ok, alors ce que je vous propose de faire, c'est déjà de travailler avec un diagramme en barre, ce qu'on appelle un histogramme finalement. Et là, j'ai pris un petit exemple, en fait, j'ai le montant des ventes de mon entreprise entre janvier et décembre de l'année dernière. Donc chaque mois, j'ai pris le montant des ventes et j'aimerais essayer de les représenter sous forme de diagramme. Pour me représenter, peut-être, est-ce que j'ai des mois un petit peu plus creux, est-ce que j'ai des mois où j'ai énormément de boulot, où ça marche, mon activité marche très bien. Comment est-ce que je peux faire ça? Bon, alors je vais prendre tout simplement ces éléments-là sous Excel. Hop. Et je vais aller justement dans le montant des ventes. Donc le tableau, je l'ai reproduit ici. Alors comment ça marche avec Excel? En fait, c'est très très simple. Il suffit en fait que je sélectionne le tableau dont je veux avoir un graphique. Donc je le sélectionne en entier. Voilà. Ligne en tête de colonne inclus. Et là, je vais aller en haut dans le menu Insertion. Insertion, et là, je vais retrouver en fait tout un panel graphique. Donc il y a tableau, illustration, contrôle, et le quatrième, c'est graphique. Voilà. Et là, en fait, on a des tas d'outils graphiques qui me permettent justement de mettre en évidence cette série statistique. Alors, vous voyez que vous avez même... Excel peut vous conseiller, en fait, sur le graphique recommandé. Donc, on va essayer de voir ce que Excel nous recommande comme graphique. Sur le graphique recommandé. Alors, Excel fait des recommandations. Il ne vous oblige pas à faire ce genre de choses. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose, voilà, déjà un graphique en courbe. Alors moi, c'est pas un graphique en courbe, ce que j'aimerais, c'était un histogramme. Donc c'est-à-dire que chaque mois soit représenté en fait par un rectangle et que la hauteur du rectangle en fait soit équivalente aux ventes qui ont été réalisées. Alors vous voyez qu'il me propose plein de choses. Il a des courbes pleines, vous pouvez aussi avoir des espèces de pyramides des âges. Voilà, donc moi j'avais dit que je voulais avoir un histogramme. Si jamais vous n'êtes pas content de la recommandation d'Excel, sur le deuxième onglet, vous avez la possibilité de revenir à tous les graphiques que Excel est capable de faire. Donc là, vous retrouvez votre histogramme et vous avez encore d'autres possibilités. Alors, vous avez des histogrammes en 2D, en 3D. Vous voyez, donc on ne va pas tous les faire. Une fois que vous aurez compris comment marche un graphique, vous n'aurez aucun problème en fait à les mettre en place. Vous allez retrouver tous les graphiques ici, en secteur, en barre, en aire, en nuage de points. Donc ça, ce sera plutôt quand on parlera des statistiques à 2 variables. On reviendra dessus à ce moment-là. Donc j'ai sélectionné mon graphique, je fais OK, et mon graphique en fait apparaît. Il apparaît directement dans ma page Excel. Alors je peux l'agrandir évidemment, si je trouve que mon graphique est trop petit. Alors vous voyez qu'automatiquement il met un titre, et ce titre il le récupère effectivement directement dans l'entête de ligne de votre tableau. Il a mis en fait les mois. Donc toutes les entêtes de colonne, il les a placées en fait sur l'axe des X, et il a mis en fait la valeur sur l'axe des Y. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant de passer par un graphique? Eh bien parce que
là où c'était peut-être un petit peu compliqué à voir sur le montant des ventes, une fois que je l'ai sous forme de graphique, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai une activité qui a un pic sur les mois de juillet et août. Donc c'est peut-être une activité estivale, hein, je suis peut-être vendeur de piscine ou quelque chose comme ça. Et je m'aperçois qu'effectivement, j'ai des mois un petit peu plus creux sur novembre, décembre, février. Donc ça me donne en fait déjà un bon premier aperçu, qu'il est peut-être difficile de voir en fait en consultant seulement les nombres dans un tableau. Ça me donne un bon premier aperçu en fait de à quoi ressemble en fait ma série statistique. Alors pour vous donner un deuxième petit exemple, j'ai cette fois-ci en fait les ventes de mon entreprise. Cette fois-ci, je suis dans une entreprise internationale. J'ai donc en fait des ventes qui se font sur plusieurs continents et j'ai la répartition de mes ventes par continent. Donc je vends 20% de mes produits en Amérique du Nord, 9% en Amérique du Sud, 10% en Asie, 54% en Europe. Voilà. Donc là, j'ai effectivement la somme de toutes mes ventes qui fait 100%, et donc j'ai peut-être un graphique qui est mieux adapté qu'un histogramme. Alors pareil, je vais insérer, je vais de nouveau chercher les graphiques recommandés. Vous voyez que cette fois-ci, la recommandation d'Excel est un petit peu différente. Alors il me propose toujours un bar regroupé, mais vous voyez que cette fois-ci, en fait, il a mis les en-têtes de colonne. Les en-têtes de colonne, il les a mis sur l'axe des Y. Mais moi, ce qui peut m'intéresser, peut-être dans ce cas-là, c'est plutôt d'avoir un diagramme de secteur qui va me permettre de comprendre beaucoup plus facilement la répartition de mes différents éléments. Encore une fois, ce sont des recommandations d'Excel. Si jamais vous avez besoin d'un autre graphique, dans l'onglet tous les graphiques, vous allez les retrouver. Ok, donc moi je vais prendre mon diagramme de secteur, plutôt pas mal, et qui va me donner les ventes. Voilà. J'agrandis un petit peu pour qu'on voit un peu la légende. Donc Amérique du Nord, l'Amérique du Sud est en orange, l'Asie est en vert, l'Europe est en bleu, l'Océanie est en violet, et l'Afrique est en vert plus clair. Et donc j'ai en fait une bonne répartition de mes ventes. J'arrive à revoir très facilement cette fois-ci que eh bien, l'Europe c'est plus de la moitié en fait de mes ventes, et j'arrive à voir en fait quels sont finalement les secteurs géographiques les plus intéressants en ce qui me concerne. Voilà. Donc l'outil graphique, très important à comprendre, hein, très important de voir un peu comment ça marche. Ça peut me donner en fait une bonne première intuition, une bonne première représentation facile à comprendre pour voir un peu comment récupérer mes données, ou comment les traiter, ou qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Ok. Alors un petit exercice, hein, imaginons que le montant des ventes de cette société s'élève à 1 250 000 €, donner le montant des ventes par région du monde. Bon, ça c'est quelque chose qui est plutôt simple à faire. Hein. J'ai quoi 1 250 000 €? Bah, par exemple, hop, je peux faire ici montant total, c'est 1 250 000, 1, 2, 3. Et si je veux avoir montant par région, hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste reproduire mon tableau. Et bien en fait, je vais prendre ce montant de 1 250 000 et je vais simplement lui affecter les 20%, les 9%, les 10% et ainsi de suite. Ok, alors comment je fais ça? Eh bien je fais égal, je fais ce montant-là fois 20%. Ok. Oui, c'est ça, 250 000, c'est ça. Et donc je reprends ma formule, puisque le montant total, lui, il est toujours en B23, et je ne veux absolument pas qu'il bouge. Donc je vais tout simplement fixer la lettre B avec un dollar devant pour dire en fait, tu restes toujours en B, tu ne décales pas ma formule, et quand je vais tirer sur ma formule, eh bien je vais toujours prendre B3, mais je vais prendre les éléments au-dessus. Alors, hop, 12 050, là on est bon. Et si jamais je veux vérifier que ma répartition s'est bien passée, puisque ça normalement ça devrait être 100% de mes ventes, ça veut dire que si je cumule toutes les ventes, je devrais de nouveau avoir les ventes totales, donc je vais tout simplement faire la somme de tous ces éléments-là, et je devrais normalement avoir 1 250 000. Ok, ça marche. Ça, je vais pouvoir aussi le représenter sous forme de graphe. Hein. Je vais tout simplement sélectionner, par exemple, la ligne du haut. Je maintiens CTRL enfoncé, et je vais sélectionner la ligne du bas.
Donc vous voyez que je ne sélectionne pas le milieu, hein, les lignes du milieu, j'ai sélectionné juste l'entête et la ligne du bas. Je relâche CTRL, et maintenant, je vais juste faire insertion, graphique recommandé, et de nouveau, vous voyez que il me propose... Alors effectivement, la répartition par secteur est exactement la même, hein, puisque la proportion par montant est exactement la même que la proportion par pourcentage. Mais par exemple, je pourrais prendre un graphique en histogramme horizontal, qui me donnerait, voilà, par exemple, la répartition des montants sur les différents continents sur lesquels, en fait, j'exerce mes ventes. Voilà. Donc vous voyez que c'est un outil qui est très intéressant, qui est très facile à mettre en place, hein. Je sélectionne exactement ce que je veux. Quand je veux avoir des plages non contiguës, eh bien je prends une des plages, je maintiens CTRL enfoncé, je sélectionne une deuxième plage, et je peux comme ça en fait avoir exactement tous les descriptifs dont j'ai besoin. Donc je peux avoir d'autres styles, hein, aussi, vous voyez que là, quand je suis sur l'outil graphique, j'ai plusieurs styles que je peux mettre en place. Voilà, donc ça c'est après encore de la personnalisation, hein. Dans lequel on peut aller très très loin avec Excel. Alors on va s'apercevoir aussi qu'effectivement, c'est les données statistiques, la nature des données, qui vont nous orienter aussi vers un graphique plutôt que vers un autre. Certaines données, en fait, sont plus visibles sous une forme de secteur, notamment quand l'ensemble des données doit représenter 100%, comme je l'ai montré ici. D'autres sont plus visibles en histogramme, certains sont plus visibles en courbe, d'autres en nuage de points, quand on sera sur des statistiques à deux variables. Et il y a encore une chose qui va faire vraiment une distinction entre ce que vous allez utiliser, c'est que vous allez, par exemple, avoir la différence entre ce qu'on appelle les données discrètes et les données continues. Alors, qu'est-ce que ce sont que les données, les valeurs distinctes, les valeurs discrètes et les valeurs continues? Eh bien, par exemple, si, je vais donner un petit exemple, hein, si par exemple vous prenez une série statistique et que vous essayez de comprendre en fait combien il y a d'enfants par foyer. Ok. Je prends une population et je vais regarder combien il y a d'enfants par foyer. Je fais une étude sur la natalité, sur la démographie. Ok. Alors, quelles sont les réponses possibles? Eh bien, soit vous n'avez pas d'enfants, 0, soit vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, vous avez la possibilité de répondre et vous donnez toujours, les possibilités de réponse sont toujours un nombre entier. Ok. À aucun moment donné, je vais avoir quelqu'un qui va me répondre j'ai 5 enfants 75. Ok. Donc, je ne peux pas avoir toutes les valeurs de l'intervalle, je ne peux avoir que les valeurs entières. Ok, donc ça c'est ce que l'on appelle des données discrètes. Ok. Les valeurs continues, ça veut dire qu'on vous donne un intervalle de valeurs et n'importe quel élément de l'intervalle peut être considéré comme une valeur valide. Ok, qu'est-ce que ça veut dire par exemple? Eh bien ça veut dire par exemple que si jamais je prends, on me demande par exemple de mesurer la hauteur de tous les chênes dans ma région, les arbres, je vais peut-être prendre mon mètre, mon échelle, et je vais aller mesurer tous les chênes de ma région. Et je trouverai peut-être des chênes qui font 23 mètres 752. Et puis je trouverai peut-être des chênes qui font 22 mètres 651. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que cette fois-ci, je peux avoir toutes les valeurs de l'intervalle. Et donc effectivement, eh bien, on ne peut pas représenter tous ces graphiques-là de la même manière. Ok. Pourquoi? Bah, c'est simple. Si je prends un petit exemple, encore une fois, je vais reprendre mon Excel, hop, et je vais aller ici. Imaginons par exemple que je reprends mon exemple et que je dis, voilà, je prends le nombre d'enfants par famille. Voilà, ils peuvent en avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste arrêter à 6 pour mon exemple. Hein, et je considère en fait le nombre de foyers concernés. Donc en fait, sur les 100... alors je mets des valeurs complètement au pif, hein, je ne suis pas sur le site de l'INSEE du tout. Alors j'ai 30 foyers qui m'ont dit qu'ils en ont 0. J'en ai 25 qui m'ont dit qu'ils en ont 1. J'en ai 15 qui m'ont dit qu'ils en avaient 2. Donc ça fait quoi? Ça fait 55, 60, 70... 70, 81, 85, 87, 5, 12. Combien est-ce qu'il me manquerait là? 6. Ok.
Donc, j'ai 30 familles qui m'ont dit qu'ils ont 0 enfant, j'en ai 25 qui m'ont dit qu'ils en ont 1, 15 qui m'ont dit qu'ils en ont 2, 12 qui m'ont dit qu'ils en ont 3, et ainsi de suite. Je peux prendre ce graphique-là, hop, et je peux insérer graphique recommandé, voilà, et j'ai le nombre, voilà, le nombre de foyers. Ah, il me l'a mis dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. C'est le nombre de foyers qui ont effectivement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Ok. Problème. Imaginons maintenant que je me retrouve avec des arbres. Bah, en fait, je ne peux pas cumuler le nombre d'arbres qui ont cette hauteur. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir en fait des arbres. Je vais avoir des hauteurs d'arbres. Par exemple, j'en ai un qui fait 22, 651. J'en ai un qui fait 23, 567, 587. J'en ai un qui fait 21, 547, et ainsi de suite. Alors, je ne sais absolument pas quelle fait la taille d'un chêne. Mais ce que je veux juste vous montrer, en fait, c'est que là, vous n'allez pas avoir deux arbres qui ont la même taille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'essaie de tracer un histogramme? Eh bien, je vais avoir, pour chaque taille, je vais avoir juste une taille de 1. En fait, cet histogramme, il ne m'amène pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire, en fait, un travail supplémentaire là-dessus, si jamais je veux le représenter en histogramme, pour dire, par exemple, combien est-ce que j'ai d'arbres, par exemple, qui font entre 20 et 21 mètres? Combien est-ce que j'ai d'arbres qui font entre 21 et 22 mètres? Combien est-ce que j'ai d'arbres qui font entre 22 et 23 mètres? Donc j'ai un travail supplémentaire à faire. Et bien en fait, ça c'est la différence entre le premier exemple, ce sont ce que l'on appelle en fait des valeurs discrètes, et ce que l'on a en dessous, c'est ce que l'on appelle en fait des valeurs continues. Valeurs continues, je peux prendre n'importe quelle valeur de l'intervalle, données continues, alors que données discrètes, eh bien, en fait, je n'ai pas toutes les valeurs de l'intervalle. J'ai effectivement des gens qui m'ont dit qu'ils ont entre 0 et 6 enfants, mais personne ne m'a dit qu'il a 5,75 enfants. Ok? J'ai que les valeurs, en fait, sont en nombre limité, alors que dans les données continues, il y a une infinité de valeurs possibles. Ok. Très bien. Ça marche. Ce que l'on peut aussi avoir de temps en temps, c'est qu'on aimerait peut-être avoir une vision cumulée du graphique. Alors qu'est-ce que j'appelle en fait une vision cumulée? Imaginons encore une fois que on essaie de représenter la série suivante. Je suis gérant d'une salle de sport et je veux savoir en fait quelle est la fréquentation moyenne des gens dans ma salle de sport. Donc combien il y a de personnes qui viennent 0 heure par semaine, combien il y a de personnes qui viennent 1 heure par semaine, combien de personnes viennent 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, 4 heures par semaine, et ainsi de suite. Et comme ça me permet en fait de savoir comment ces gens-là en fait utilisent la salle de sport. Pareil. Encore une fois, si je suis gérant, ça peut être intéressant pour moi de savoir comment ces personnes en fait voient les choses. Alors, ce que je vais faire ici, hop, je vais aller sur la fréquentation en heures et je vais avoir en fait l'effectif des gens que je peux avoir ici. Donc, 0 personne m'a dit qu'il n'est aucune heure par semaine. Bon, ils ont menti forcément. 2 personnes m'ont dit qu'elles venaient 1 heure par semaine, 5 personnes m'ont dit qu'elles venaient 2 fois par semaine, 11 personnes m'ont dit qu'elles venaient 3 fois par semaine, et ainsi de suite. Ok. Donc pareil, si je prends l'insertion, que je mets en page, que je fais insertion, que je un graphique recommandé, je peux avoir un histogramme en fait de la répartition des gens dans ma salle de sport. Je vois qu'au maximum, il y a 3-4 heures, c'est les créneaux en fait maximum où il y a le plus de gens qui viennent. Il y a le plus de gens qui font 3-4 heures de sport par semaine. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ce serait qu'un effectif cumulé? Un effectif cumulé, ça voudrait tout simplement dire, voilà, je pars d'un effectif qui partirait de 0, et qui pourrait en fait, au lieu de me donner, je veux savoir quels sont les gens qui font vraiment pile 1 heure, pile 2 heures, pile 3 heures, je voudrais pouvoir répondre à une question, par exemple, combien il y a de personnes qui font moins de 4 heures, moins de 5 heures, moins de 6 heures, moins de 8 heures, moins de 9 heures, moins de 10 heures. Alors comment je m'y prendrais? En fait, tout simplement, avec Excel, c'est très simple. Je vais me créer quelque chose qui s'appelle cumul. Et mon cumul, comment je vais le mettre en place? Je vais tout simplement dire, voilà,
La première case, bah, le cumul, ça va être la même chose que l'effectif. Ok. Et la deuxième case, c'est quoi? Eh ben, le cumul va prendre le cumul qui est juste avant, c'est-à-dire que je vais prendre le nombre de personnes cumulées sur la tranche d'avant, plus le nombre de personnes présentes sur cette tranche-là. Ok? Donc je prends les deux personnes présentes sur cette tranche et j'ajoute les personnes qui font moins qu'une heure. Et en tirant cette fonction, eh bien, je vais avoir quoi? Je vais récupérer ici le 7, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui font 2 heures, plus le nombre de personnes qui font moins de 2 heures. Le 18, ici, et il veut dire quoi? Il reprend les 11 personnes qui font 3 heures, plus les 7 personnes qui font 2 heures et moins. Et donc comme ça, je peux en fait avoir un effectif cumulé. Je me rends compte ici que mon effectif est de 50, j'ai donc fait mon échantillon sur 50 personnes. Et cette fois-ci, bah, si jamais je trace ce graphique cumulé, pareil, j'utilise de nouveau le maintien de contrôle, la touche contrôle pour sélectionner deux plages non contiguës. Je fais un graphique recommandé, cette fois-ci, en fait, mon histogramme, eh bien, vous voyez que lui, il va se baser sur le cumul. Et cette fois-ci, je réponds à une autre question. Ici, la barre des 1, c'est pas seulement le nombre de gens qui font qu'une heure de sport, c'est le nombre de gens qui font 1 heure et moins. Là, j'ai 2 heures et moins, 3 heures et moins, 4 heures et moins, 5 heures et moins, 6 heures et moins, et ainsi de suite. Dans certains cas, ça peut effectivement, encore une fois, être intéressant de faire un graphique cumulé. On reviendra là-dessus aussi quand on parlera des lois de probabilité, puisque quand on va avoir la loi normale, c'est quelque chose en fait qui va être très utile pour nous. Donc on garde juste à l'esprit qu'effectivement un graphique peut être tout simplement rapporter les valeurs telles qu'elles sont, ou que l'on peut avoir des petites modifications, par exemple pour cumuler les valeurs. Ok. Il est temps maintenant de voir quels sont les premiers indicateurs qui me permettent de qualifier une série statistique. On vient de voir que on peut représenter facilement graphiquement une série statistique, mais comment maintenant je peux avoir des propriétés sur cette série? Alors on va voir plusieurs propriétés dans la série, et on va s'intéresser un petit peu à comment je peux qualifier ma série statistique. Alors on va avoir plusieurs indicateurs, et ces indicateurs vont avoir des missions très différentes. Les deux premiers indicateurs sur lesquels on va arriver, qui sont la moyenne et la médiane, sont en fait des indicateurs de positionnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les indicateurs de positionnement, ça veut dire que par exemple, imaginons que moi je viens avec les notes que j'ai reçues cette année, et j'essaie de me comparer à un autre étudiant qui a aussi reçu des notes. Si jamais je calcule ma moyenne et lui calcule sa moyenne, en fait je peux me positionner par rapport à lui. Si ma moyenne est supérieure à la sienne, bah, je suis un peu meilleur que lui. S'il a une moyenne supérieure à la mienne, il est meilleur que moi. Donc là, je peux savoir en fait où la série statistique se positionne. Ça va être la mission de la moyenne et de la médiane. Ok. On va ensuite voir dans une autre vidéo, parce que sinon ça va prendre un petit peu de temps, on va voir en fait des mesures qu'on appelle des indicateurs qui nous permettent de mesurer la dispersion. Alors ces deux indicateurs qui permettent de mesurer la dispersion sont l'étendue et l'écart type. Alors qu'est-ce que l'on cherche en fait à voir ici? Eh bien imaginons que, encore une fois, je me suis comparé avec un autre étudiant et on a exactement la même moyenne. Ok, donc ça veut dire qu'on a fourni un travail équivalent et qu'on a le même profil. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on a le même profil? Eh bien en fait on va s'apercevoir que peut-être pas. Imaginons que cet étudiant et moi, on est tous les deux une moyenne de 10. Sauf que lui, en fait, a eu des 10 pendant toute l'année, et que moi, la moitié de mes notes sont des 20, et l'autre moitié sont des 0. Ça veut dire que l'autre étudiant est quelqu'un de beaucoup plus régulier, alors que moi, je suis complètement chaotique. C'est-à-dire que j'ai que des notes extrêmes. Ok. Ça, dans la moyenne, ça se retranscrit pas. Si j'ai un 0 et un 20, j'ai une moyenne de 10. Si j'ai reçu 2 10, j'ai aussi une moyenne de 10. Et donc, en fait, on voit que il nous manque un petit peu dans la moyenne, il nous manque cette information-là. Est-ce que j'ai été régulier, c'est-à-dire est-ce que j'ai toujours été proche de la moyenne, ou au contraire, en fait, je me suis mis en fait des notes complètement extrêmes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en complément des propriétés de positionnement que sont la moyenne et la médiane, on va ajouter encore des mesures de dispersion avec l'étendue et l'écart type pour savoir en fait si je travaille en fait sur un grand panel de notes ou si j'ai plutôt été régulier.
Alors la première notion que nous allons aborder, c'est la moyenne, et c'est une notion qui est d'habitude assez bien comprise, hein, puisque quand vous avez fait collège, lycée, vous avez toujours eu des relevés de notes, et sur ces relevés de notes, il y avait toujours en fait la moyenne. Donc la moyenne, c'est quoi? C'est juste en fait une répartition égalitaire. C'est-à-dire que, si je reprends le cas du livret de notes, en fait, la moyenne, c'est quoi? C'est une note que vous auriez eue en fait en moyenne. Alors je m'explique. Vous avez eu des notes très différentes. Vous n'avez pas été au même niveau dans toutes les matières. Certaines matières, vous avez vraiment cartonné, d'autres, vous avez été moins bon. Et la moyenne, en fait, ça vous donne la note. Si vous aviez eu cette note à chacune de vos évaluations, ça n'aurait pas changé votre moyenne. C'est votre note moyenne. Ok. Pour essayer de comprendre un petit peu, je vous propose de travailler sur un petit exemple. On va prendre un exemple un peu financier. On va imaginer par exemple que Bob a acheté 3 actions LVMH en 2021. Ok. Donc il a acheté une action LVMH le 21 janvier 2021 pour 503 €. Il a acheté le 15 avril 2021 une action pour 560 €. Et il a acheté le 1er octobre 2021 une action pour 635 €. Il a donc payé 3 prix différents pour la même action, hein, puisqu'effectivement une action fluctue, hein, le marché fixe une nouvelle valeur tous les jours. Ok. Donc l'ensemble de ce que lui a coûté l'investissement dans ces 3 actions, bah, c'est tout simplement la somme des 3 actions. 503 plus 560 plus 635. Il a donc déboursé 1698 € et se retrouve en fait propriétaire de 3 actions. La moyenne, eh bien on va chercher à calculer quel est le prix de l'action qu'il aurait payé s'il avait payé toutes les 3 le même montant. Bah, en fait c'est très simple, hein. Il lui suffit de prendre ces 1698 qui sont le cumul de ces 3 actions et de diviser par 3. 1698 divisé par 3, ça fait 566. Ces 3 actions qui représentent 1698, c'est comme s'il avait acheté chacune des actions 566 €. Ok, c'est la moyenne. On vient de faire un calcul de moyenne. Alors comment est-ce qu'on a fait le calcul de la moyenne? On a additionné tous les montants qu'il avait payés et on l'a divisé par le nombre d'achats qu'il a fait. Okay, on a ajouté le prix des 3 actions et on a divisé par 3 parce que c'est 3 actions qu'il possédait. Voilà, assez simple. Pour l'instant, il n'y a pas de coefficient. C'est quelque chose qui se passe assez simplement. J'ai récapitulé ça sous forme de tableau. Donc tout simplement, j'ai repris les achats, j'ai calculé la moyenne, et ce tableau m'a permis de représenter graphiquement en fait le calcul de la moyenne. Ok. Par exemple, eh bien, les achats, je les ai tracés en fait avec une courbe bleue, et on voit en fait que la première action, il l'a acheté pas très cher, autour de 500 €, la dernière beaucoup plus chère à 635. Et si je calcule la moyenne, qui est la courbe orange, elle est stable, elle est horizontale. Ok, c'est une moyenne de 566 sur les 3 achats. Et qu'est-ce que ce graphique nous montre? Eh bien, ce graphique nous montre que, eh bien, il a acheté certaines actions sous la valeur de la moyenne, c'est quand la courbe bleue est sous la courbe orange, et il a acheté certaines actions au-dessus du cours moyen, lorsque la courbe bleue est au-dessus de la courbe orange. Voilà. Donc encore une fois, c'est un très bon moyen visuel, en fait, de voir comment fonctionne une moyenne, et la comprendre, en fait, grâce à l'outil graphique. Alors dans les notes, ça n'a pas toujours été aussi simple, hein, dans nos relevés de notes, puisque la plupart du temps, à partir du lycée au moins, on commence à avoir des coefficients dans les notes. Ok. Alors les coefficients indiquent que tous les éléments n'ont pas la même, ce qu'on appelle la même pondération, hein, n'ont pas la même représentation dans la série statistique. Donc imaginons que j'ai une série de notes qui ont des coefficients différents. J'ai choisi ma filière pour avoir les coefficients là où je suis le plus fort, hein. Et donc j'ai des matières qui sont plus ou moins importantes dans le cursus. Ok. Alors comment je lis ce tableau? Ben voilà, j'ai eu un 4 coef 1, donc finalement c'est pas très grave. J'ai eu un 18 coef 1, bon ça c'est plutôt dommage parce que c'est une bonne note mais qui va pas compter beaucoup. Ensuite j'ai eu un 7 coef 5, là par contre c'est un gros coef et la note elle est pas terrible. Puis j'ai un 17 coef 3, ça va me rattraper un petit peu, et ainsi de suite. Ok. Alors comment est-ce que je peux comprendre ça? Eh bien en fait, si je reprends ma série statistique, est-ce que je l'ai quelque part?
tac. Hop, est-ce que je l'ai là? Sur les étudiants, ouais. Ok. Je reprends ma série statistique sur les notes, donc c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure dans mon PowerPoint. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dans mon PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre je vais le reprendre de mon PowerPoint. J'avais des notes et j'avais un coef. Ok, donc j'avais des notes, j'avais 4, 18, 7, 17, 12, 11, 14, 18. Et je vais remettre mes coef. 1, 1, 5, 3, 3, 1, 3, 5. Ok, ça marche. Alors cette fois-ci, en fait, je peux plus tout simplement faire la moyenne en cumulant les notes et en divisant par le nombre de notes. Ok, là je vais avoir faux. Si je fais ça, je fais la moyenne comme si chacune des notes en fait avait un coefficient 1. Mais là, je m'aperçois que c'est pas le cas. Ok, je m'aperçois que le 4 a effectivement coefficient 1, 18 aussi, 7 a coefficient 5. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme calcul? Ce qu'il faut que je fasse comme calcul, c'est que c'est comme en fait si mon 4 qui était là en fait n'apparaissait qu'une fois. Puis j'avais mon 18 qui n'apparaissait qu'une fois, il est coef 1. Par contre mon 7, il vaut 5 fois plus, il a un poids 5 fois plus élevé que le 18 et le 4. Ça veut dire c'est comme si le 7 était 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Le 17, lui, c'est comme s'il était présent 3 fois. Le 12, c'est comme s'il était présent 3 fois. Le 11, présent une fois, puisqu'il a un coef 1. Le 14, 3 fois. Et le 18, 5 fois. Pas que j'en oublie un. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que quand je calcule mes notes, avec ma calculatrice, hop, je vais tout simplement faire le cumul de toutes ces notes. Alors 4 plus 18, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 17, plus 17, plus 17, plus 12, plus 12, plus 12, plus 11, plus 14, plus 14, plus 14, plus 18, 18, 18, 18, 18. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et par combien je le divise en fait pour calculer ma moyenne? Vous voyez, je vais toujours le calculer par le nombre de notes. Alors combien j'ai de notes? Vous voyez que maintenant il me suffit de les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, je divise donc tout ça par 22. Hop, et j'ai donc une moyenne de 13,045. Ok, donc un petit peu plus que 13. Je vais le noter ici, hein, comme ça on pourra le comparer ensuite. Alors ça peut être un petit peu fastidieux de le calculer comme ça. Effectivement c'est un petit peu embêtant. Mais en fait on va se rendre compte que ce que l'on fait au final, c'est pas toujours ce cumul-là. En fait on a 4 plus 18, et ici on a quoi? Si je remplace ça, on a simplement 5 fois 7. Ici on a quoi? On a 3 fois 17. Ici, on a quoi? On a 3 fois 12. Ici, on a 11. Ensuite, on a 3 fois 14. Ok, et là, on a 5 fois 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il va falloir, pour trouver la moyenne pondérée, que je multiplie chacune des notes par son coefficient. Ok, je fais le cumul de tout ça. Et une fois que j'ai fait le cumul, il faut que je divise par quoi? Eh bien, je vais diviser par la somme des coefficients. C'est-à-dire que mon 4, ici, c'est par exemple 4 fois 1. Mon 18, c'est 18 fois 1. Ok, et mon 11, c'est 11 fois 1. Donc ensuite, je vais diviser tout simplement par la somme des coefs. Alors, on va le faire avec Excel, ce qui va être beaucoup plus simple. Donc, la première chose que je fais, c'est que je fais un produit. Mon produit, je vais faire quoi? Je vais multiplier tout simplement chacune des notes par sa pondération. Donc ici, je vais multiplier 4, je vais multiplier par 1. Et je vais faire ça pour chacune des notes. Voilà. Ah, les cases, elles ne sont pas assez grandes. Hop. Voilà. Hop.
Donc ici, j'ai tout simplement toutes les notes qui ont été élevées en fait à leur coef. Ok. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse une fois de tous ces produits, je vais faire la somme de tous ces produits. Alors comment je fais la somme de tous ces produits? En fait, il existe une fonction somme dans Excel, somme, et somme prend en paramètre en fait une plage de données. Donc je vais prendre tout simplement la somme de tous les produits que j'ai calculés ici. Ok, 287. Ça marche. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Eh bien, il faut que cette somme, si jamais je veux calculer la moyenne pondérée, il faut que je prenne cette somme et que je la divise, mais que je la divise par quoi? Il faut que je la divise en fait par la somme de tous les coefficients. Donc je vais encore une fois utiliser ma fonction somme et je vais prendre en fait la somme des coefs. Et j'ai 13, alors j'ai 13 parce que la case est trop petite, mais vous voyez que je retrouve mes 13,045 que j'avais calculés. Ok, donc une moyenne pondérée, c'est tout simplement le fait de dire en fait qu'il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres, qui ont une pondération supplémentaire. Là j'ai un 5, un 7 qui vaut 5 fois plus que le 18 que j'ai reçu juste avant. Voilà, c'est tout, c'est simple. Donc on retrouve assez facilement en fait ma moyenne pondérée. Alors cette décomposition en pondération, c'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, quand on parlera des quartiles, donc c'est quelque chose, cette décomposition, il est très important de l'avoir comprise. Ok. Alors, on a parlé de moyenne, on va parler aussi d'un autre indicateur qui est ce qu'on appelle en fait la médiane. Alors la médiane, on l'entend souvent parler dans les études statistiques, si par exemple on entend souvent parler le patrimoine médian des Français. Alors qu'est-ce que c'est que la médiane? La médiane, il ne faut absolument pas la confondre avec la moyenne, c'est absolument pas la même chose. La médiane désigne simplement le milieu de la série statistique ordonnée. Ça veut dire en fait que ma série statistique c'est des nombres, je trie ces nombres, et en fait je coupe cette série au milieu. C'est-à-dire que je prends la valeur du milieu. C'est-à-dire que je veux avoir, au moment où je coupe la série statistique, c'est-à-dire que je veux avoir autant de valeurs en dessous de cette valeur qu'au-dessus de cette valeur. Voilà. Tout simplement. Donc, médiane et moyenne, c'est pas du tout la même chose. On va le voir sur plusieurs exemples. Donc là, j'ai par exemple des statistiques sur l'âge des gens. C'est la série statistique? Ouais, sur laquelle je travaille. Ok. Donc, alors, pour faire cette série statistique, pas très compliqué, je suis descendu dans la rue, j'ai rencontré des gens et je leur ai demandé, en fait, quel était leur âge. Tout simplement. Alors, ils m'ont donné leur âge. Ok, alors le premier que j'ai rencontré, c'était un petit garçon qui avait 5 ans. Ensuite, c'était un adulte qui avait 50, et ainsi de suite. Ok, ça marche. Alors comment est-ce que ici je travaille? Alors là, si jamais je devais calculer la moyenne de tout ça, en fait c'est pas très compliqué. Vous avez une fonction qui s'appelle moyenne dans Excel. Moyenne peut prendre en argument en fait ma série statistique. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? B2 à L2? Non, je suis allé un cran trop loin. Jusqu'à K2 seulement. Sinon j'ai une référence cyclique. Ok, donc les gens m'ont dit, les gens que j'ai rencontrés ont une moyenne d'âge de 44,2 ans. Ok, c'est comme ça que je calcule ma moyenne. Maintenant, je veux savoir en fait quelle est la médiane. Alors, pour calculer la médiane, la première chose que je vais devoir faire, c'est déjà trier ma série statistique. Alors, trier ma série statistique, c'est-à-dire que puisque je veux que ma médiane coupe ma série statistique en deux, je suis obligé en fait d'avoir mes éléments qui sont triés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus petit, c'est le 5. Ensuite, j'ai quelqu'un qui a 12, j'ai quelqu'un qui a 15, j'ai quelqu'un qui a 18. 95, c'est le plus gros âgé. 75, c'est le deuxième. Ensuite, j'ai 65, 62. 50, 45. Ok, ça marche. Donc, les éléments maintenant sont triés. Je vais juste les replacer ici. Normalement, je devrais avoir la même moyenne. Pourquoi il n'en veut plus? Ah, il s'est décalé. Pas grave. 44,2. Ok, les âges sont juste placés, j'ai absolument pas, j'ai pas changé le reste. Ok.
Alors comment je vais calculer maintenant la médiane? Eh bien en fait la médiane, je vais vouloir diviser ma série statistique en deux. Alors là je vais compter combien j'ai d'éléments. Je les ai triés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux, pour que ma médiane soit ok, je veux dire que je veux avoir 5 éléments plus petits et 5 éléments plus grands. En gros, je veux diviser ma série statistique en deux sous-ensembles, le jaune et le orange. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que ma médiane, en fait, elle se trouve entre 45 et 50. Et comment je calcule ma médiane dans ce cas-là? Eh bien, je prends tout simplement la moyenne entre 45 et 50. La moyenne entre 45 et 50 va me donner exactement le milieu qu'il y a entre 45 et 50. Donc, ma moyenne, eh bien, je vais prendre ma calculatrice, je vais faire 45 plus 50, ça fait 95 divisé par 2, ça va me donner 47,5. Donc ici, je vais effectivement avoir une médiane qui fait 45,5. 47,5, pardon. Je vais l'écrire ici. Médiane, 47,5. Et donc, vous voyez que eh ben, la médiane, en fait, c'est pas du tout la moyenne. On est sur quelque chose qui est assez proche en ordre de grandeur, mais on n'est pas du tout sur la même on n'est pas sur la même valeur. Alors qu'est-ce que je peux conclure des valeurs? Si la médiane et la moyenne sont exactement la même, je peux considérer en fait que ma série statistique est plutôt régulière. S'il y a une différence entre les deux, c'est qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de régulier. Ok. Donc 47,5, c'est l'âge qui me permet de séparer en deux ma série statistique. Ok. Là, je suis sur une série statistique qui a un nombre pair d'éléments. Si j'avais par exemple une série statistique qui a un nombre impair d'éléments, alors comment je me débrouille? J'enlève juste le dernier. Supprimer. Ouais, si tu veux. Là, je suis avec un nombre impair d'éléments, j'en ai 9. 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aimerais qu'il y en ait 4 en dessous, j'aimerais qu'il y en ait 4 au-dessus. Et donc, dans le cas où j'ai un nombre impair d'éléments, eh bien la médiane est beaucoup plus facilement trouvée. En fait, c'est vraiment le nombre qui sépare en fait la série en deux. Et ici, dans ce cas-là, la médiane serait de 45. Voilà. Donc, deux cas de figure. Une fois la médiane lorsque on est sur un tableau avec un nombre pair d'éléments, et une fois une médiane sur un nombre impair d'éléments. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver d'ailleurs est-ce qu'il n'y aurait pas une fonction médiane? Ouais. Vous avez une fonction, on va regarder si elle donne la même valeur. Vous avez une fonction médiane sous Excel. Je vais récupérer simplement cette série statistique. Hop, médiane, vous voyez, 45, c'est bon. Donc j'obtiens exactement la même chose avec la fonction médiane d'Excel. Pareil, je reprends la série statistique, boum, 47,5. Voyez. Donc si je prends la fonction médiane sur la plage de données, j'obtiens aussi la médiane de ces différents éléments. Donc vous voyez, encore une fois, si ces fonctions-là, vous allez les retrouver sous Excel, vous allez les retrouver sous votre calculatrice. Toutes les fonctions statistiques, en fait, elles sont déjà là à utiliser. Mais je passe quand même un petit peu de temps à expliquer comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, je trouve que c'est important de comprendre en fait le raisonnement qui se cache derrière. Médiane, on en a parlé. Ça marche. Ok. La dernière chose, il y a encore deux choses dont je voudrais vous parler. Alors la médiane, elle divise en fait un ensemble en deux parties égales. Et on a encore la possibilité d'aller un petit peu plus loin avec d'autres divisions. Alors quand on parle de quartile, c'est qu'on divise l'élément en 4. Lorsque l'on parle de décile, c'est qu'on divise par 10. Quand on a des centiles, on divise par 100. Okay. Tous ces éléments-là existent en statistique. Et on les retrouve par exemple, pareil, dans les chiffres de l'INSEE, notamment au niveau du patrimoine, quand on parle par exemple des 10% des Français qui ont le moins de revenus, des 20% de Français qui ont le moins de revenus, des 10% de Français qui ont le plus de patrimoine, et ainsi de suite.
Quand vous êtes en fait par tranche de 10, c'est que vous avez que vous avez découpé votre série statistique en déciles et que vous êtes en train de vous intéresser à chaque tranche de 10% indépendamment. Alors les quartiles, eh bien, c'est quand vous divisez votre série statistique en 4 éléments. Ok, donc comme pour la médiane, on cherche en fait, en médiane, on va chercher un élément qui divise ma série statistique en 2, et bien avec les quartiles, on va trouver 3 éléments qui vont diviser en fait ma série statistique en 4. Ok, comment ça fonctionne? Bah, très simplement, là aussi, je vous propose de regarder un petit peu comment ça s'utilise. Alors par exemple, je vais prendre le premier quartile. Hop. Premier quartile, je vais mettre deuxième quartile, troisième quartile et quatrième quartile. Hop, je vais faire insertion ici et je vais prendre les quartiles, je vais aussi les mettre ici. Ok. Je vais utiliser la fonction qui existe, qui s'appelle quartile. Alors je ne sais jamais laquelle utiliser. Bon, je vais prendre celle-là, elle a l'air dépréciée. Ouais. Alors il faudrait que je regarde ce qu'est la différence entre quartile inclure, quartile exclure. Qu'est-ce que ça dit? D'après les valeurs de centiles comprises entre 0 et 1 inclus. Ok. Je vais prendre la fonction quartile, même si elle est dépréciée, mais pour l'instant, pour vous montrer comment ça marche. Donc quartile, c'est une fonction qui prend la plage sur laquelle on travaille. Donc là, ça va être la plage des âges. Et elle va prendre un deuxième paramètre, en fait, qui est le numéro du quartile que vous voulez. Donc 0 va vous donner la valeur minimale, 1 va vous donner la limite du premier quartile. Donc c'est ce qui va séparer les 25% les plus bas. Le 2 ça va vous donner la médiane, finalement, puisque ça va vous donner le deuxième quartile, mais le deuxième quartile, bah, c'est quoi? C'est 2 quarts, 2 quarts c'est la moitié. Et le troisième quartile va vous donner en fait les 75%, et donc on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc ici, je vais demander le premier quartile, et on va essayer d'analyser ces données, puis je vais copier cette fonction. Quatrième quartile, il n'y a pas. Hop. Là, je vais mettre que c'est le deuxième quartile, et là, je vais mettre que c'est le troisième quartile. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans ma série statistique, eh bien, 25% des éléments, des gens qui m'ont donné leur âge, ont moins de 15,75 ans. Ok, donc ça se situe en fait entre 15 et 18. Le deuxième quartile, eh bien, ça correspond à la médiane. On voit en fait qu'il y a égalité dans les valeurs. Et les 64-25, ça veut dire tout simplement que parmi les gens à qui j'ai demandé leur âge, eh bien, 75% ont moins de 64,25 ans. Ça veut dire que 25% en plus. Voilà. Et naturellement, il existe des fonctions pour les déciles, pour les centiles, qui fonctionnent exactement de la même manière. Voilà un petit peu comment fonctionnent les quartiles. Alors, dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, comment est-ce que je peux calculer des quartiles lorsque les informations sont pondérées? Ok, alors ça c'est une bonne question. Comment ça marche lorsque j'ai une pondération? Alors, est-ce que j'ai encore mes étudiants qui sont là? Ouais. Ouais, on va enlever ça. Alors là, par exemple, pour réexpliquer ce petit principe-là, ce que je vais faire, c'est que j'ai donc des étudiants, j'ai donc des notes, j'ai noté de 0 à 10, et j'ai mis dans la deuxième ligne, en fait, le nombre d'étudiants qui ont chacun obtenu cette note. Donc 2 étudiants ont obtenu 0, 0 ont obtenu 1, il n'y a pas de note à 2, 4 étudiants ont eu 3, 3 étudiants ont eu 4, 10 étudiants ont eu 5, 12 étudiants ont eu 6, 13 ont eu 7, et ainsi de suite. Ok. Donc on voit qu'il y a cette notion de pondération. Il y a les notes, et il y a le nombre d'étudiants, en fait, qui ont eu ces notes.
Ou alors ça fait beaucoup quand même d'étudiants, ça va me faire travailler beaucoup. Alors je vais tricher un petit peu. Je vais en faire un petit peu moins parce que sinon je vais encore y être demain. Ok. Ça me fait déjà beaucoup moins d'étudiants. Alors qu'est-ce que je vais devoir faire? Les notes qui sont ici, les notes des étudiants, je vais devoir en fait transformer cette série statistique en fait, et je vais devoir en fait me débarrasser de la pondération. Alors comment ça veut dire débarrasser de la pondération? On avait vu tout à l'heure que quand j'avais une note qui avait un coefficient 2, ça voulait tout simplement dire qu'elle était 2 fois plus importante qu'une note qui avait un coefficient 1. C'est comme si elle était présente 2 fois par rapport à une note qui avait un coefficient 1. Ok. Alors regardez, il y a 2 étudiants qui ont eu un 0. Donc je vais mettre 0, 0. Il n'y a pas d'étudiants qui ont eu un 1, pas d'étudiants qui ont eu un 2. Il y a 2 étudiants qui ont eu un 3. Ok, donc 3, 3. Il y a 3 étudiants qui ont eu 4, 4, 4, 4. Il y a 4 étudiants qui ont eu 5, 1, 2, 3, 4. 4 qui ont eu 5, ouais. Il y en a 5 qui ont eu 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 4 qui ont eu 7, 1, 2, 3, 4. Il y en a 3 qui ont eu 8. Il y en a 2 qui ont eu 9. Et il y en a 1 qui ont eu 10. Il y en a un qui a eu 10. Ok. Donc vous voyez que je me suis créé en fait une nouvelle série statistique. Cette fois-ci, il n'y a plus de pondération dedans. C'est une statistique à une variable, il n'y a plus de pondération. Et qui est en fait équivalente à la série statistique que j'avais ici. C'est pour ça que c'était très important de comprendre en fait comment marche la pondération. Et bien maintenant que j'ai cette série statistique, je peux réutiliser les différentes propriétés que j'avais dessus. Donc je peux calculer la médiane, je peux calculer le premier quartile, je peux calculer le deuxième quartile, si c'est la médiane, hein. Je vais le recalculer une deuxième fois, mais c'est pas grave, et je peux calculer le troisième quartile. C'est très important à comprendre ce genre de choses, hein. Donc là je vais faire médiane, hop. Donc là je vais prendre ma série statistique, hop, et donc j'ai une médiane à 6. Alors je vais juste élargir un peu la colonne pour voir. Non, non, ça a l'air d'être 6 piles. Waouh. Ok. Ok, donc j'ai une moyenne de 5,7 et j'ai une médiane de 6. Donc ça veut dire que... Ah oui, mais je comprends, bah oui. Oui, oui, il y a beaucoup de 6. Là j'ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, ça veut dire qu'il faut que j'en ai 13 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ok. Donc ça, c'est la partie basse. Et il faut que j'en ai 13 au-dessus. Et donc, effectivement, on voit bien que la médiane, en fait, elle se situe entre 6 et 6. Ok, donc la médiane est de 6. C'est logique. Premier quartile. Je vais prendre ma fonction quartile. Hop. Je vais l'afficher sur cette plage de données. Et ce que je veux, c'est avoir le premier quartile. Premier quartile est donc de 4,25. Ça veut dire que 25% des étudiants ont eu 4,25 et moins. Non, je voudrais juste copier ça. Donc on va calculer le deuxième quartile. Normalement, ça devrait être exactement la valeur de la médiane. On va quand même le voir. Donc ici, je vais modifier simplement. C'est pas le premier quartile que je veux, c'est le deuxième. Donc là, on va avoir la médiane, 6. Et là, je vais avoir le troisième quartile, 7. Ouais. 7, ça veut dire maintenant que j'ai divisé en 4. J'ai divisé en 4 et donc 75% des étudiants ont 7 ou moins. Alors comment ça marche? Ici, je suis à 13. Alors j'ai 26 notes. C'est ça, 26 notes? Ouais, j'ai 26 notes. Et donc, en fait, j'ai 13 notes jaunes, 13 notes vertes. Donc, je vais encore les diviser en 2, ces 13 notes jaunes. Alors, comment je divise par 2? 13. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là, je vais avoir ma médiane. Premier quartile, 4,25. Alors, pourquoi 4,25? Il devrait être entre 4 et 5, c'est ça? Et le deuxième quartile, comment il va le faire? Il va le faire en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va tomber effectivement sur le 7 qui est là.
Ok, donc vous voyez que les fonctions quartiles, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Elles vont diviser justement ces différents éléments et elles vont me permettre en fait d'avoir dans une population, alors attention, il faut bien que les notes soient triées, hein, je vous rappelle, pour que les fonctions quartiles ou médianes fonctionnent, il faut que les éléments soient triés. Mais à partir du moment où ils sont triés, en fait, je vais arriver à diviser cette série statistique et je vais arriver en fait à en récupérer des informations. Je vais pouvoir les diviser par 2, je pourrais les diviser par 4, je pourrais les diviser par 10, je pourrais les diviser par 100. Et donc ça va me donner en fait où se découpe ma série statistique pour avoir en fait des parties homogènes. Le premier quartile a exactement le même nombre d'individus que le deuxième, que le troisième ou que le quatrième. J'ai donc des populations homogènes que je peux comparer entre elles. Voilà. Est-ce que je voulais encore dire quelque chose sur ce sujet? Non, je crois pas. C'était une vidéo d'intro, effectivement, sur les séries statistiques à une variable. Et ce qui m'intéressait ici, comme dit, c'était de vous présenter ce que l'on peut faire avec les statistiques et de voir quelques petites propriétés de positionnement. Donc, on a vu la moyenne, la médiane et comment est-ce qu'on pouvait justement faire évoluer la médiane vers les quartiles, les centiles, les déciles. Maintenant, il nous manque encore quelques petits indicateurs sur les séries statistiques, que sont les indicateurs de disparité, comme par exemple la variance, l'écart type, l'étendue. Et tout ça, en fait, c'est des choses que je me réserve en fait pour la vidéo qui va suivre. Donc, ces éléments-là vont venir, il n'y a absolument aucun souci. Ils vont arriver dans la prochaine vidéo, donc je vous donne rendez-vous à très vite pour continuer l'étude des statistiques à une variable. À bientôt!